John Smith n'a pas seulement laissé sa maîtresse humilier sa femme enceinte lors de la fête de Noël qu'il préparait depuis des semaines. Il lui a tendu le micro. Tandis qu'Anna se tenait dans un coin de la salle de bal, une main posée sur son ventre à peine visible, l'autre serrant ses jumeaux de 6 ans contre ses jambes, son mari, au centre de la scène, riait aux éclats. La femme à ses côtés, Sophia Reed, belle, élégante et sûre d'elle, ne portait pas d'alliance. Pourtant, elle rayonnait de l'attention de John. La situation ne devait pas être compliquée. John avait dit à Anna qu'il s'agissait d'une fête de Noël d'entreprise, avec des clients importants, l'occasion pour lui de faire enfin ses preuves. Il lui avait conseillé de porter une jolie tenue, mais sans trop en faire. Il lui a dit que les jumelles pouvaient venir pendant 1 heure, puis qu'elles partiraient discrètement. Il ne lui a pas dit que Sophia serait assise à côté de lui à la table d'honneur tandis qu'Anna serait placée avec des inconnus dans la salle annexe. Il ne lui a pas dit que lorsque le photographe prendrait la photo officielle, on lui demanderait de s'écarter. Il ne lui avait pas dit que sa maîtresse porterait un toast à leur partenariat devant 50 invités et appellerait Anna à voix haute pour que toute la salle l'entende, une femme qui restait dans l'ombre. Ce que John ignorait, ce que personne dans cette salle ne savait à l'exception de l'avocat aux cheveux argentés qui observait en silence depuis la table 9, c'est qu'Anna Smith n'était pas qu'une simple femme au foyer en robe verte, serrant un peu trop fort la main de ses enfants. Elle était la fille de Robert Langlais, un homme que le monde connaissait comme un modeste avocat spécialisé dans les successions. Mais Robert Langlais était décédé 3 semaines auparavant, et les avocats chargés de régler sa succession avaient fait une découverte qui allait redéfinir la notion même de richesse. Cet homme avait secrètement contrôlé 2300 milliards de dollars, non pas des millions, ni des milliards, mais des billions. Et chaque centime, chaque société écran, chaque fondation, chaque participation occulte dans des entreprises qui influençaient les gouvernements, appartenait désormais à cette femme enceinte, debout au fond de la salle, qui regardait son mari remercier une autre femme. Pour son partenariat. La liste des invités que John avait approuvée sans la lire attentivement, celle que Sophia avait dressée avec tant de fierté, ne se composait pas simplement de cadres et de personnes venues présenter leurs vœux. C'était un assemblée triée sur le volet de sénateurs, de PDG, de directeurs d'hôpitaux et de personnalités influentes, tous unis par un même objectif. Il répondait à Robert Langlais. Et maintenant, il répondait à sa fille, celle-là même dont le mari, à cet instant précis, laissait sa maîtresse suggérer que les jumeaux soient déplacés dans une pièce à part, car les enfants n'avaient pas leur place aux tables des adultes. John consulta la liste des invités à 18h23, 37 minutes avant que l'humiliation n'atteigne son paroxysme. Il vit des noms qui lui nouèrent la gorge. Victoria Hale, l'investisseuse qu'il courtisait depuis 8 mois. La sénatrice Elizabeth Grant, David Blackwell, le PDG de Sophia, l'homme que John voulait absolument impressionner. Et puis il vit le nom en bas, celui de l'organisatrice de l'événement, la Fondation Langlais. Il pâlit, mais il ne fit pas le rapprochement. Pas encore. Il ignorait que Langlais était le nom du père d'Anna. Il ignorait que la fondation organisatrice de sa fête de Noël, celle-là même qui avait envoyé à sa femme des lettres recommandées qu'il lui avait cachées. Il ignorait que dans moins de 2 heures, un avocat se lèverait, exigerait le silence et expliquerait à tous les présents qui était réellement Anna Smith. Mais Anna, elle, le savait. À 19h51. Debout près de la table d'inscription, Ethan blottit contre elle et Mia lui tenant la main. Elle prit la liste des invités pour se distraire de la douleur de voir la main de Sophia posée sur l'épaule de son mari. Et elle le vit, le filigrane, le sceau de la Fondation Langlais, le même symbole que celui des lettres que sa mère avait enfermées, le même que celui sur la carte de visite qu'elle n'avait pas osé rappeler. Son cœur ne s'est pas brisé sur le coup. Il s'est cristallisé lorsqu'en parcourant la liste des noms influents, des noms qui faisaient élire des sénateurs, des noms qui influençaient les marchés, elle a compris quelque chose qui transformait son humiliation en quelque chose de bien plus dangereux. Ces gens n'étaient pas là pour John. Ils étaient là pour elle. Son père était mort, mais il lui avait laissé quelque chose de plus précieux que de l'argent. Il lui avait laissé une pièce remplie de gens qui ignoraient tout de l'identité de la personne qu'ils observaient. Les jumeaux sentirent la main de leur mère se crisper. Ethan leva les yeux vers elle, inquiet, le même regard qui avait vu son père l'ignorer toute la nuit. Anna baissa les yeux vers son fils et fit quelque chose qu'elle n'avait pas fait depuis des années. Elle sourit. Pas ce sourire fatigué et contrit qu'elle arborait comme une armure. Un sourire différent.
Celui qui apparaît quand on comprend que la donne a basculé et que personne d'autre ne s'en aperçoit encore. Que se passe-t-il lorsqu'un homme laisse sa maîtresse humilier sa femme enceinte et leurs jumeaux lors d'une fête de Noël, ignorant que sa femme est la fille d'un milliardaire mystérieux récemment décédé? Et que tous les présents, absolument tous ceux qu'il tente d'impressionner, sont. Il était là pour la rencontrer. Que se passe-t-il lorsque la liste des invités qu'il a à peine parcourue est en réalité celle des personnes qui contrôlent sa carrière, sa réputation et son avenir? Et que chacun d'eux est sur le point de découvrir ce qu'il a laissé arriver à la femme qu'ils ont reçu l'ordre de protéger? Et que se passe-t-il lorsque sa femme enceinte, debout au fond de la salle, ses enfants dans le collier de sa mère et le ventre rempli d'un bébé dont il ignore jusqu'à l'existence, cesse de trembler et se met à calculer? Anna avait appris à se faire invisible bien avant d'épouser John Smith. Sa mère, Elizabeth, lui avait enseigné que survivre signifiait parfois se faire discrète, parler plus doucement, ne rien demander. Elizabeth l'avait élevée seule dans un petit appartement qui sentait toujours le savon à la lavande et le café de la veille. Travaillant sans relâche comme secrétaire juridique, Elizabeth ne se plaignait jamais, n'expliquait jamais l'absence du père d'Anna. Une fois par an, une enveloppe crème arrivait, sans adresse d'expéditeur. Elizabeth la prenait discrètement, la rangeait, et le loyer était payé. Anna apprit à ne pas poser de questions. Elle apprit que certaines absences étaient plus pesantes que des présences et que certains secrets étaient gardés par amour. La seule chose que sa mère ait jamais dite à propos de son père, c'était ceci: si ton père t'aimait, il le faisait de loin. Anna n'a compris ce que cela signifiait qu'à sa remise de diplôme, lorsqu'elle a aperçu un homme de l'autre côté de la rue, vêtu d'un costume coûteux qui détonnait avec le quartier. Il ne lui a pas fait signe. Il ne s'est pas approché. Il resta là, à la regarder, avec une expression indéfinissable. Du regret, peut-être. Ou un chagrin si ancien qu'il s'était figé en une force indélébile. Sa mère s'était raidie à ses côtés, sa main se crispant sur l'épaule d'Anna. « Allez, on t'appelle pour les photos. » Quand Anna se retourna, l'homme avait disparu. Elle ne le revit jamais. Ni à sa remise de diplôme, ni à son mariage, ni à la naissance des jumeaux. Juste un silence, année après année, comme une porte qui restait obstinément close, malgré ses efforts répétés. Sa mère est décédée il y a 14 mois. Soudain, un AVC, alors qu'elle pliait le linge. Anna l'a trouvée étendue sur le sol de la cuisine, un torchon à la main, la radio allumée en sourdine. Dans les semaines qui suivirent, en triant les affaires de sa mère, Anna découvrit une boîte métallique fermée à clé sous le lit. À l'intérieur, des centaines de lettres, des enveloppes non ouvertes adressées à Elizabeth d'une écriture soignée, oblitérées de différentes villes, de différents pays, sur une période de 32 ans, et tout au fond, une simple photographie. Un jeune homme et sa mère riaient sur un banc de parc, sa main posée sur son ventre. Au dos, à l'encre délavée, quelqu'un avait écrit « Avant que tout ne change ». Anna avait contemplé cette photo pendant 1 heure, essayant de concilier le sourire de cet homme avec l'absence qui avait marqué toute son existence. Elle n'a pas ouvert les lettres. Elle n'y arrivait pas. C'était comme profaner le deuil de sa mère. Elle a remis la boîte sous le lit et s'est dit qu'elle s'en occuperait plus tard. Les semaines ont passé, puis les mois. Et puis, il y a 3 semaines, le message vocal est arrivé. Mademoiselle Anna Smith, ici Michael Kent, avocat. Je vous appelle concernant une affaire successorale confidentielle. Je crois représenter une personne qui vous est liée. Il est urgent que nous nous parlions. Elle a supprimé le message. Le lendemain, une lettre recommandée est arrivée. John l'a reçue en premier. Il n'en a jamais parlé. Elle a découvert plus tard qu'il l'avait cachée dans le tiroir de son bureau, sans l'ouvrir, car elle provenait d'un cabinet d'avocats qu'il ne connaissait pas et il ne voulait pas la distraire. 2 jours avant la fête de Noël, la 3e tentative eut lieu. Une carte de visite se glissa sous la porte de son appartement alors qu'elle couchait les jumeaux. Au recto, en lettres dorées, on pouvait lire « Fondation Langlais, Michael Kent, gestionnaire du patrimoine ». Au verso, écrit à la main « Votre père voulait que vous sachiez qu'il n'a jamais cessé de veiller sur vous ». Les mains d'Anna tremblaient tellement qu'elle laissa tomber la carte. Elle la ramassa, la relut et sentit quelque chose se briser en elle. Pas de colère, pas même de tristesse, juste une immense question lancinante qu'elle portait depuis toujours et qui trouvait enfin sa réponse. Il savait pour moi. Il m'observait. Malgré tout,
il avait choisi la distance. Elle n'appela pas. Elle s'était promis d'y aller. Après la fête, après la grande soirée de John, une fois le calme revenu, elle ignorait qu'elle était enceinte de 8 semaines. Elle ignorait que son corps portait un troisième enfant tandis que son mariage se mourait en silence. Elle ignorait que dans 72 heures, elle se retrouverait dans une salle de bal remplie d'inconnus, à regarder son mari rire avec une femme qui la dévisageait comme si elle était un simple morceau de papier peint. Tout ce qu'elle savait, c'est que le collier qu'elle portait autour du cou, celui que sa mère n'avait jamais enlevé, celui qu'Anna avait hérité et qu'elle portait tous les jours depuis, lui semblait soudain plus lourd, comme s'il essayait de lui dire quelque chose qu'elle n'était pas prête à entendre. John avait été différent autrefois. Elle se souvenait de leur troisième rendez-vous, de la façon dont il l'avait regardée par-dessus la table d'un petit café et avait dit « Tu ne discutes pas. Tu m'écoutes. La plupart des femmes que je rencontre veulent juste me parler sans s'arrêter. Toi, tu m'écoutes vraiment. » Elle avait souri, flattée, pensant qu'écouter était une forme d'amour, que son besoin de silence était la même chose que de l'estime qu'il lui portait. Il avait été charmant alors, ambitieux d'une manière qui paraissait exaltante plutôt que désespérée. Il parlait de construire quelque chose, de ne plus jamais se sentir insignifiant, de prouver à tous ceux qui l'avaient sous-estimé qu'il comptait. Anna admirait cette détermination. Elle n'a pas vu les signes avant-coureurs, que son ambition était dévorante, que son besoin d'importance l'amenait peu à peu à étouffer tous ceux qui l'entouraient. À la naissance des jumeaux, Ethan d'abord, puis Mia 3 minutes plus tard, Anna s'est vue proposer une promotion au sein de l'association où elle travaillait comme coordinatrice régionale. Cela lui aurait permis de voyager, de gérer son propre budget et de faire entendre sa voix. Elle était partagée entre l'excitation, la terreur et l'espoir. Elle en parla à John pendant le dîner. Il marqua une pause, la fourchette à mi-chemin de sa bouche, et demanda « Tu crois vraiment que c'est juste pour eux ?» Elle regarda les jumeaux qui dormaient dans leur berceau près de la fenêtre. John poursuivit « Ils ont besoin de stabilité. D'une mère présente, pas de quelqu'un qui court après sa carrière au détriment de sa famille. » Elle a refusé le poste le lendemain. John ne lui a jamais demandé ce à quoi elle avait renoncé. Il supposait qu'elle n'avait rien perdu d'important. Avec le temps, sa gratitude pour sa discrétion s'est muée en attente. Son soutien est devenu invisible. Et Anna est devenue le genre de femme que l'on ignore sans y prêter attention. Mais ce soir, debout dans cette salle de bal, ses enfants serrés contre elle et une liste d'invités entre les mains qui bouleversait tout ce qu'elle croyait savoir de sa vie. Anna sentit quelque chose changer. L'homme qui l'avait abandonnée ne l'avait pas oublié. Il avait bâti un empire dans l'ombre et l'avait laissé entièrement à son nom. Et les gens qui comptaient vraiment, ceux pour qui John jouait la comédie, désespérés de les impressionner, lui appartenaient déjà. Elle plia soigneusement la liste des invités, la glissa dans son sac à main et regarda son mari de l'autre côté de la pièce. Il riait de quelque chose que Sophia avait dit, la main nonchalamment posée sur le dossier de sa chaise. Il avait l'air si sûr de lui, si confiant. Il était loin de se douter que le sol allait se dérober sous ses pieds. Anna s'agenouilla lentement, consciente des nausées qui la tenaillaient encore, et regarda ses jumeaux dans les yeux. Le visage d'Ethan était crispé d'inquiétude. Mia essayait de se montrer courageuse. Anna leur caressa doucement les joues et murmura « J'ai besoin que vous me fassiez confiance. Restez près de moi, restez tranquille et surveillez maman, d'accord ? Quoi qu'il arrive, tout ira bien. » Ethan hocha la tête, serrant la sienne plus fort de sa petite main. Mia murmura en retour « Papa va bien. » La gorge d'Anna se serra. Elle embrassa le front de Mia et dit doucement « Papa va apprendre quelque chose de très important. » Elle se leva, rajusta sa simple robe verte, la seule qui convenait à son corps en pleine transformation, et toucha le collier d'or à son cou. Puis elle se tourna vers la table neuve, où l'homme aux cheveux argentés l'avait observé toute la soirée, et s'approcha lentement de lui. Chaque pas était un choix. Chaque respiration, un nouveau départ. Michael Kent se leva en voyant Anna s'approcher. La soixantaine passée, les cheveux argentés impeccablement coiffés, il portait un costume plus cher que la plupart des voitures, mais d'une élégance discrète. Son regard, à la fois doux et perçant, était celui de ceux qui en ont trop vu et n'ont rien oublié. Quand Anna atteignit sa table, légèrement essoufflée, ses enfants à ses côtés comme de petits sentinelles, il lui tendit la main lentement, avec précaution, comme s'il pressentait qu'elle pourrait s'enfuir.
Madame Smith, dit-il doucement. Je suis Michael Kent. J'essayais de vous joindre. La voix d'Anna était plus assurée qu'elle ne l'aurait cru. Je sais qui vous êtes. J'ai vu votre carte. Michael jeta un coup d'œil aux jumeaux, puis à Anna. Son expression s'adoucit. Puis-je vous parler franchement? Elle acquiesça. Votre père, Robert Langlais, est décédé il y a 3 semaines. Il a laissé des instructions précises. Vous devez être informé immédiatement, mais aussi être protégé pendant cette période de transition. Il savait que ce serait difficile à vivre. Il savait que vous n'aviez pas grandi dans la richesse, le pouvoir, ni dans aucun des domaines qu'il contrôlait. Il voulait te laisser du temps. Mais ce soir, dit-il d'un geste discret vers la chambre, ce soir serait forcément celui où tu apprendrais la vérité. Anna sentit ses jambes flancher. Elle s'assit lourdement sur la chaise à côté de lui. Les jumeaux se rapprochèrent. Pourquoi ce soir? Murmura-t-elle. Michael se pencha en avant, la voix basse et pressante. Parce que tous ceux qui comptent dans l'entourage de votre père sont réunis dans cette pièce. Sénateurs, PDG, membres du conseil d'administration de la Fondation, des personnes qui ont passé des décennies à obéir aux ordres de Robert Langlais sans jamais l'avoir rencontré. Il a agi dans le plus grand secret pour vous protéger. Mais maintenant qu'il n'est plus là, l'Empire a besoin d'un héritier visible. Votre père et vous souhaitiez que ces personnes vous voient avant que les avocats n'officialisent la chose. Il voulait qu'ils voient qui tu es, pas seulement ce que tu as hérité. Anna était bouleversée. Elle jeta un coup d'œil à John, qui riait toujours avec Sophia, sans se douter de rien. Sa voix se brisa. Mon mari ne le sait pas. Michael serra les dents. Je suis au courant. Ton père était au courant pour John, lui aussi. Il l'a fait examiner il y a 2 ans, lorsque leur mariage a commencé à battre de l'aile. Robert n'est pas intervenu car il estimait que vous deviez faire vos propres choix, mais il s'est assuré que le moment venu, vous ayez tous les atouts en main. Il la regarda d'un air entendu. Madame Smith, comprenez-vous ce que je vous dis? Les gens que votre mari essaie d'impressionner ce soir, les investisseurs, les décideurs, ils travaillent tous pour vous maintenant. Il l'ignore encore. Ces mots résonnaient comme une cloche qu'on ne pouvait plus faire taire. Anna fixa Michael, puis la liste des invités qu'elle serrait toujours dans sa main. Victoria Hale, le sénateur Grant, David Blackwell, tous. Elle regarda Ethan et Mia, leurs grands yeux rivés sur elle, confiants, attendant la suite. Puis elle regarda John, toujours en train de jouer la comédie, toujours persuadé d'être le centre de tout. À 19h28, ça avait commencé. Sophia s'était tournée vers un serveur qui passait et avait dit assez fort pour que les tables voisines l'entendent. Les enfants ne devraient pas être aux tables des adultes. Il y a peut-être une salle à côté. Ethan leva les yeux vers son père, plein d'espoir, attendant qu'il dise quelque chose. N'importe quoi. John jeta un coup d'œil à son fils, puis à Sophia, et dit d'un ton neutre, « Ethan, écoute mademoiselle Reed. » Le serveur hésita, mal à l'aise. Anna sentit la main d'Ethan se crisper dans la sienne. Elle ouvrit la bouche pour défendre son enfant, mais les mots restèrent coincés dans sa gorge. Elle était restée si longtemps silencieuse qu'elle ne savait plus comment parler fort. À 19h34, Sophia avait ri d'une remarque d'un des cadres et avait ajouté, en désignant vaguement le coin d'Anna. Certaines femmes sont faites pour rester dans l'ombre, non? Ce n'est pas si mal. Il faut bien que quelqu'un porte les manteaux. 3 femmes à table avaient ri. L'un d'eux avait jeté un regard à Anna, presque empreint de pitié. Anna avait senti son visage s'embraser, ses mains trembler si fort qu'elle avait dû poser son verre d'eau. Elle avait regardé John en silence, le suppliant de la voir, de la défendre, de se souvenir qu'elle était sa femme. Il fixait son téléphone. À 19h41. Le photographe avait demandé une photo de groupe. John s'était levé aussitôt, ajustant sa cravate avec empressement. Sophia s'était glissée à ses côtés, sa main posée sur son bras comme si elle y avait toujours été. Le photographe avait jeté un coup d'œil à Anna, qui se tenait maladroitement non loin de là, et avait dit poliment, « Madame Smith, vous pouvez vous écarter. » Il s'agit uniquement de l'équipe dirigeante. John ne l'avait pas corrigé, ne l'avait même pas regardé. Il avait posé avec Sophia, un large sourire aux lèvres, tandis qu'Anna, à 1,5 mètre de là, tenait la main de ses enfants, invisible. À 19h47, John avait porté un toast.
Il avait remercié son équipe, cité cette collègue, félicité les sponsors et qualifié Sofia de partenaire inestimable grâce à qui cette soirée avait été possible. Le mot « partenaire » avait résonné. À la table 3, quelqu'un avait chuchoté à son voisin « Ils sont ensemble ». Son voisin avait haussé les épaules. Anna avait senti quelque chose se briser si profondément en elle qu'elle avait cru qu'elle allait s'effondrer sous les yeux de tous. Mais elle ne s'était pas brisée car à 19h51, elle avait récupéré la liste des invités, et tout avait changé. Il était maintenant 20h32. Michael la regardait toujours, attendant. « Madame Smith, dit-il doucement, dans quelques minutes, je vais me lever et faire une annonce. Le testament de votre père l'exige. Toutes les personnes présentes dans cette pièce apprendront que vous êtes l'unique héritière du domaine Langlais. Votre mari l'apprendra. Sa maîtresse l'apprendra. Et tous ceux qu'il a essayé d'impressionner le sauront. La question est, que voulez-vous qu'il se passe ensuite ?» Les mains d'Anna tremblaient à nouveau, mais cette fois, ce n'était pas de peur. C'était de rage, de lucidité. Après 32 ans passés dans l'invisibilité, l'indifférence et la sous-estimation, elle avait enfin atteint le point de rupture. Elle regarda Michael droit dans les yeux et dit d'une voix basse et menaçante, « Je veux la vérité. Toute la vérité. Je veux savoir ce que mon père a bâti. Je veux savoir pourquoi il est parti. Et je veux que tous ceux qui sont dans cette pièce voient exactement ce que mon mari a laissé se produire ce soir avant de découvrir qui je suis vraiment. » Michael sourit. Ce n'était pas un sourire bienveillant. C'était le sourire d'un avocat qui attendait que son client se mette enfin en colère. Il fouilla dans sa mallette et en sortit un dossier en cuir. À l'intérieur se trouvaient des documents, des photos, des lettres. « Ton père t'a écrit une lettre, » dit-il doucement en la faisant glisser sur la table. « Il voulait que tu la lises avant l'annonce. Elle explique tout. Pourquoi il est parti, pourquoi il est resté loin, pourquoi il n'a jamais cessé de te protéger. » Les mains d'Anna tremblaient lorsqu'elle prit l'enveloppe. Son nom était inscrit dessus d'une écriture soignée, presque désuète. Elle l'ouvrit lentement. « Ma très chère Anna, » commençait-elle. « Si tu lis ceci, c'est que je suis partie et que tu es enfin en sécurité pour connaître la vérité. J'aimais ta mère plus que tout au monde. Mais le monde dans lequel j'évoluais était bâti sur la violence, le secret et un pouvoir qui vous auraient détruite, elle et toi, si quelqu'un avait su que tu existais. Je suis partie pour te protéger. J'ai veillé de loin sur chaque anniversaire, chaque remise de diplôme, chaque instant que je pouvais sans te mettre en danger. J'ai bâti un empire pour que jamais tu ne sois impuissante. Je l'ai bâti pour que tu n'aies jamais à supplier, jamais à te rabaisser, jamais à subir la cruauté de qui que ce soit. Tu es ma fille. Tu es plus forte que tu ne le crois. Et maintenant, tout ce que j'ai construit t'appartient. Utilise-le avec sagesse. Utilise-le avec force. Et ne laisse plus jamais personne te rabaisser. Avec tout mon amour, ton père. » Anna lut ces mots 2 fois, puis une 3e. Les larmes brouillaient sa lecture, mais elle ne les essuya pas. Ethan leva la main et lui toucha le bras. « Maman !» Elle baissa les yeux vers lui, ce beau petit garçon inquiet qui avait vu son père le congédier ce soir, et quelque chose en elle se durcit comme de l'acier. Elle plia soigneusement la lettre et la remit dans l'enveloppe. Puis elle regarda Michael et dit « Fais l'annonce. » À 20h45, Michael Kent se leva et s'avança vers l'avant de la salle. La musique s'estompa, le silence se fit. John leva les yeux, perplexe. Sophia fronça les sourcils. Michael tapota le micro une fois, et un silence complet s'installa. « Bonsoir, » dit-il d'une voix calme et autoritaire. « Je suis Michael Kent, exécuteur testamentaire de Robert Langlais. Pour ceux qui l'ignorent, Robert Langlais est décédé il y a 3 semaines. Il a consacré sa vie à bâtir l'un des empires financiers les plus puissants de l'histoire moderne, œuvrant dans l'ombre pour protéger ses proches. Ce soir, conformément à ses dernières volontés, je suis ici pour vous présenter son unique héritier. » Le visage de John pâlit. Le sourire de Sophia s'effaça. Michael poursuivit. Robert Langlais contrôlait 2300 milliards de dollars d'actifs répartis dans 847 sociétés, fondations et véhicules d'investissement. Il détenait des participations dans des entreprises employant des millions de personnes. Il finançait des hôpitaux, des écoles et des campagnes politiques. Il a façonné les politiques,
influencé les marchés et bâti des structures de pouvoir que la plupart des gens ne verront jamais. Et il a tout légué à sa fille, tous ses biens, tous ses comptes, toutes ses actions. Le silence était tel qu'on pouvait entendre une respiration. Michael se tourna vers Anna et la regarda droit dans les yeux. « Madame Anna Smith, veuillez vous lever. » Le cœur d'Anna battait si fort qu'elle crut qu'il allait lui sortir de la poitrine. Elle se leva lentement, ses enfants se levant avec elle. Tous les regards étaient tournés vers le fond de la salle, là où elle était restée toute la nuit, invisible et oubliée. La voix de Michael résonna, claire et définitive. « Mesdames et messieurs, voici Anna Langley Smith, fille de Robert Langley. Et depuis 3 semaines, la femme la plus riche dont vous n'ayez jamais entendu parler. Tout ce pour quoi tu as travaillé, tous ceux à qui tu as dû rendre des comptes, chaque subvention, chaque décision d'entreprise, chaque soutien politique, tout cela passe désormais par elle. » Le visage de John se décomposa. Sa bouche s'ouvrit, mais aucun son n'en sortit. La main de Sophia glissa de son bras comme si elle avait été brûlée. Victoria Hale, l'investisseuse que John poursuivait avec acharnement, se leva aussitôt et se dirigea vers Anna, le visage respectueux, presque révérencieux. Le sénateur Grant suivit. Puis David Blackwell, puis une douzaine d'autres, tous se dirigeant vers la femme à la simple robe verte qui était restée à l'écart toute la soirée, tenant la main de ses enfants. John retrouva enfin sa voix. Il se tourna vers Sophia, la panique se lisant dans ses yeux. « Tu étais au courant. » Sophia le fixa, comme s'il venait de lui annoncer la fin du monde. Son patron, David Blackwell, serrait la main d'Anna et s'excusait 1000 fois de ne pas l'avoir reconnue plus tôt. La carrière de Sophia. Son plan minutieusement élaboré pour gravir les échelons de l'entreprise par la séduction venait de s'effondrer en un instant. Anna resta parfaitement immobile tandis que les personnes les plus influentes de la pièce formaient une file pour la rencontrer. Victoria Hale fut la première à s'adresser à elle. « Madame Smith, je n'en avais aucune idée. Votre père et moi avons travaillé ensemble pendant 20 ans, et j'ignorais totalement qu'il avait une fille. Je suis profondément désolée pour votre perte, et je m'excuse si cette soirée a été. » Elle hésita, gênante. Anna la regarda droit dans les yeux et dit doucement. « C'était plus que gênant, mais j'apprécie votre honnêteté. » La sénatrice Grant prit la parole ensuite. Elle serra fermement la main d'Anna. « Votre père a changé ma vie. Il a financé ma première campagne quand personne d'autre ne voulait le faire. Je suis à votre service, Madame Smith. Tout ce dont vous pourriez avoir besoin. » Un à un, ils arrivèrent. PDG, avocats, directeurs d'hôpitaux, personnalités influentes dans les conseils d'administration et les sénats. Et tous, sans exception, eurent la même réaction en réalisant ce qui s'était passé. Horreur, honte, fureur contre John. John tenta de s'approcher. Il se fraya un chemin à travers la foule, le visage désespéré. « Anna, Anna, attends. Je ne savais pas. Je ne savais pas. » Elle se tourna vers lui. Le silence retomba dans la pièce. Il s'arrêta à 1 mètre, soudain conscient que tous les regards étaient tournés vers lui. Sa voix baissa. « Pourquoi ne me l'as-tu pas dit ?» La voix d'Anna était calme. D'un calme glacial. « Tu as caché les lettres de l'avocat. Tu ne m'as jamais demandé d'où venait le collier de ma mère. Tu ne t'es jamais demandé pourquoi je n'avais pas de photos de bébé ni d'histoire de famille. Tu n'as jamais pris la peine de le demander à John. Parce que j'étais utile, discrète. J'étais plus facile à contrôler, invisible. » La mâchoire de John se crispa. « Ce n'est pas juste. Tu n'as jamais rien dit. » Anna s'approcha. Sa voix ne monta pas, mais elle était tranchante comme du verre. « J'étais à 3 mètres de toi quand ta maîtresse m'a traité de simple décor. Tu ne l'as pas arrêté. Je tenais nos enfants dans les bras lorsqu'elle a suggéré qu'on les fasse quitter les tables des adultes. Tu as dit à notre fils de l'écouter. Tu as porté un toast pour remercier tout le monde sauf moi. Tu as posé pour des photos, sa main sur ton bras, tandis que je restais là, invisible. Et tu veux parler d'équité ? » Le silence était pesant. La main d'Ethan se crispa dans la sienne. Anna prit une profonde inspiration et prononça les mots qu'elle portait en elle depuis des années. « Je suis enceinte, John. De 8 semaines. Tu ne l'as pas remarqué parce que tu as cessé de me regarder il y a longtemps. Et maintenant, te voilà,
dans une pièce remplie de gens qui contrôlent toute ta carrière. Tu réalises que la femme que tu as traitée comme une moins que rien n'est la seule raison de leur présence ici. Le visage de John se décomposa. Anna, je t'en prie. Anna secoua la tête. Elle se tourna vers Michael. Je veux divorcer. Je veux la garde exclusive. Et je veux qu'il quitte la maison demain matin. Michael acquiesça. C'est entendu. John tendit la main vers elle. Anna, ne fais pas ça. On peut arranger les choses. Elle le regarda une dernière fois. L'homme qu'elle avait aimé, l'homme qu'elle avait soutenu, l'homme qui avait laissé une autre femme l'humilier devant leurs enfants. Non, dit-elle simplement. C'est impossible. Elle prit les mains de ses jumeaux et se dirigea vers la sortie. La foule s'écarta. Arrivée à la porte, elle s'arrêta et se retourna une dernière fois. La salle de bal scintillait de lumière, d'une aura particulière, et tous ces gens savaient désormais qui elle était. John restait figé au milieu de tout cela, seul, entouré de tous ceux qu'il avait voulu impressionner. Tous le regardaient avec un mélange de dégoût et de pitié. Sophia avait déjà disparu. Et Anna, la discrète, l'invisible Anna, franchit la porte et s'enfonça dans la nuit froide de décembre avec ses enfants, son avenir et le poids de ses $2. 3000 milliards de dollars reposaient sur ses épaules comme si cela leur avait toujours appartenu. 3 mois plus tard, Anna était assise dans l'ancien bureau de son père, désormais le sien, à éplucher des dossiers et à apprendre les rouages du pouvoir. Ethan et Mia faisaient leurs devoirs dans la pièce d'à côté. Son bébé grandissait paisiblement, en toute sécurité. John avait signé les papiers du divorce sans broncher, une fois que son avocat lui eut expliqué ce que signifiait se battre contre quelqu'un aux ressources illimitées. Sophia avait été renvoyée en moins d'une semaine, et Anna avait discrètement entrepris de transformer l'empire de son père en une organisation qui protégeait les femmes comme sa mère, comme elle, des femmes rendues invisibles par des hommes qui auraient dû les voir. Elle toucha le collier de sa mère et murmura « Merci de m'avoir appris à survivre, d'avoir gardé son secret, de m'avoir aimé au point de le laisser partir. » Puis elle a décroché le téléphone et s'est remise au travail. Car le monde n'avait pas besoin d'une autre femme silencieuse. Il avait besoin de femmes qui savaient se taire quand c'était utile et faire entendre leur voix avec force quand il le fallait. Et Anna Smith venait d'apprendre à rugir. Chers téléspectateurs, merci d'être avec Anna ce soir. Si vous avez ressenti sa douleur, sa force et sa transformation, alors vous comprenez l'importance de cette histoire. Les histoires comme celle-ci ne se contentent pas de divertir. Elles nous rappellent qu'être invisible ne signifie pas être impuissant, que le silence n'est pas synonyme de faiblesse, et que parfois, ce sont ceux qui nous sous-estiment qui perdent tout. Si cette histoire vous a touché, si vous avez soutenu Anna quand John n'a pas pu le faire, alors j'ai besoin que vous fassiez quelque chose d'important maintenant. Abonnez-vous à cette chaîne. Ne vous contentez pas de regarder et de partir. Cliquez sur ce bouton et rejoignez une communauté qui croit que chaque personne, et en particulier chaque femme qui a été rabaissée, mérite d'être vue. Activez les notifications pour ne manquer aucune histoire susceptible de changer votre vision du monde ou de vous-même. Et dites-moi en commentaire d'où vous regardez. Quel passage de l'histoire d'Anna vous a le plus marqué? Était-ce le moment où elle a réalisé que la chambre était la sienne? Celui où elle a annoncé à John qu'elle était enceinte? Ou celui où elle est partie sans jamais se retourner? Je veux vous entendre, car votre voix compte. Votre histoire compte. Et cette communauté est fondée sur des personnes qui refusent de se taire. Abonnez-vous dès maintenant, activez les notifications et continuons à raconter les histoires de celles et ceux qui se relèvent quand le monde tente de les faire taire.